Et ça a l'air de fonctionner. Bonjour à tous, ici Piero Sanjoj. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Franck Natier. Est-ce que je prononce correctement ton nom d'abord? Oui, c'est bien Parfait. ça, Franck Natier. Franck, tu animes et tu travailles. En tout cas, j'adore ton site, laforêtnourricière.org, et je suis abonné à tes vidéos YouTube depuis des années. Et surtout, j'ai aussi lu tes livres qui sont, je trouve, formidables pour démarrer, mais aussi se perfectionner dans la permaculture. On va en parler. Et puis aussi, pas que, j'ai beaucoup aimé ton livre sur la communication, la gestion de crise non violente. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est rare qu'il y ait des gens qui en parlent. Euh, et puis voilà, tu as des formations, tu as vraiment beaucoup de choses, de contenus intéressants et d'ailleurs pour la plupart gratuits qu'on peut télécharger et qu'on peut obtenir depuis ton site. Et donc c'est un grand plaisir puisqu'on est dans des régions très différentes au niveau du climat, ce sera intéressant aussi de partager des conseils et des avis. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi, qu'est-ce qu'une forêt nourricière? Alors, c'est un terme générique en fait, forêt nourricière, forêt jardin, jardin forêt, forêt jardinée. euh, ça parle de culture multi-étagée et on va tous y mettre une vision un petit peu différente. Certains pensent à, on va dire, des châtaigniers avec des ronces en lisière et des sureaux et puis des champignons que tu vas aller manger au milieu. Donc ça, c'est, on pourrait dire, les gens qui vont aller grappiller en forêt, mais c'est très, très, très peu productif. Il y en a qui pensent, donc là, je sais pas, c'est les recherches, par exemple, de Natacha Leroux de Permaforêt, en fait, hein, qui va aller recenser un peu toutes les espèces comestibles sauvages qu'on peut retrouver dans une forêt et comment en se nourrir. Donc on a une approche, enfin, je sais que toi, tu es passionné de survivalisme et tu t'intéresses à ça, en fait, comment survivre si jamais on se retrouvait en contexte difficile. Donc, ça, c'est une vision, c'est une approche. Il y a eu l'approche de Martin Crawford et de beaucoup de gens qui sont considérés comme des spécialistes des jardins forêts. Là, ce serait plutôt un espèce de parc botanique où on collectionne un petit peu tout ce qui est comestible, mais des fois, ça vient de l'autre bout de la planète. Mhm. C'est des trucs. Et des fois, c'est OK, c'est comestible, mais c'est pas bon, ou ça a aucun intérêt, c'est pas productif, c'est pas. Et donc j'ai fait ça pendant des années, en fait, collectionner, toutes les plantes, essayer de vu que là-bas je suis tailleur de pierre, sculpteur, c'est pas du tout mon métier de prédilection, la botanique, la phytosociologie et je m'étais intéressé aux plantes sauvages comestibles, à la bioindication végétale avec Gérard Ducerf, les plantes sauvages comestibles avec François Couplan. Comme toi, j'avais bien compris qu'il y avait une anguille sous roche avec ce que nous préparait le nouvel ordre mondial, donc j'essayais d'assurer mes arrières consciemment, que ce soit faire des maisons en paille, essayer d'être autonome en un peu tout, quoi. Et donc bah, je me suis aperçu que les plantes sauvages comestibles, ça allait être un peu raide, quoi, qu'on était quand même habitué à un peu mieux au niveau alimentaire que de manger des orties, du plantain et du Gayet-Gratron. Et pour essayer de se faire du café, le Gayet-Gratron, enfin bref. Et donc, du coup, beh, j'ai commencé à collectionner. J'ai commencé à faire mon premier livre, Permaculture en climat tempéré. Mhm. Bah, j'ai commencé à l'écrire, c'était un cours pour Terre Humanisme. J'intervenais chez Pierre Rabhi dans le sud. Là, j'habitais dans le sud à l'époque. Et il m'avait demandé de faire un cours. Enfin, j'intervenais avec Mariam Vargas et il m'avait dit, ben voilà, fais-nous un cours sur la permaculture. Donc, j'avais ressorti plein de trucs des recherches que j'avais fait sur mon ordinateur. Et je me suis mis à collectionner, à entasser en fait, à la fois dans mon jardin, dans les jardins que j'ai eus et puis dans mes bouquins, à faire des recherches sur toutes les plantes. Un peu comme a fait Fabrice Dejour de La Forêt Gourmande, bah, sauf que moi j'ai commencé en 2001 quoi, en gros. Et et puis en 2012, ouais 13-14, un truc comme ça, j'ai fait un burn-out en fait, en m'apercevant que je faisais juste des parcs botaniques, que je faisais de la collectionnite et que la majorité du temps, je mangeais pas ce qu'il y avait dans mon jardin. Mhm. J'avais juste, une collection de fruitiers rares, de trucs farfelus, hem et que en fait, bah, faire pousser des patates douces, des carottes, des salades, des ce que font la majorité des gens, en fait, tu vois? Dans un jardin potager, ils vont avoir, un peu toutes sortes de légumes et puis, ils vont avoir un verger avec des pommes, des prunes, des pêches, des poires et moi, j'avais pris tellement de place dans mon jardin pour collectionner tous ces trucs farfelus que finalement, j'avais pas beaucoup de poires, pas beaucoup de prunes, pas beaucoup de patates, pas beaucoup de patates douces et donc j'ai fait carrément un burn-out, en fait, parce que
En plus, je faisais de la pépinière, tu sais, quand je faisais visiter mon jardin, les gens repartaient avec des plantes et tout. Puis j'ai un problème avec le mensonge et avec la roublardise, quoi. Et à partir du moment où j'ai réalisé, merde, mais tout ce que je vends là, c'est pas intéressant, je le bouffe même pas. Les cocotiers du Chili où c'est des trucs incassables, ça va mettre 150 ans avant de donner les premiers fruits. Puis en plus, tu vas avoir la noix de coco la plus dégueulasse que tu vas manger, alors qu'en fait, tu en trouves des kilos à la Biocoop ou n'importe où. Enfin, tu vois, c'est pas. J'ai vraiment fait un burn-out, en fait, j'ai fait une dépression et jusqu'à ce que le phénix renaisse de ses cendres où je me suis dit: «Non, non, je garde le concept de culture multi-étagée là, le concept de jardin-forêt, de jardin d'Éden, je garde. Maintenant, je vais juste prendre les meilleures variétés de pommes, les meilleures variétés de prunes, de poires, de pêches, de châtaignes, de noix. Je veux connaître tout sur la pollinisation pour que ça produise le maximum de fruits. Je veux connaître tout sur les espacements, les porte-greffes, tous les trucs pour qu'il y ait du rendement comme on a, en arboriculture fruitière. Donc je me suis dit en arboriculture, les mecs, ils arrivent à 10 €, à 10 €, à 10 kilos de fruits au mètre carré, que ce soit de la pomme d'un côté ou de la poire ou de la betterave. À peu près, on arrive à peu près à 10 kilos de récolte au mètre carré. Et je me suis dit: «Ce que je veux, c'est arriver à, augmenter ça, enfin, en tout cas, faire plus que ce que fait Madame Pétrochimie». Et à certains endroits dans mon jardin forêt, si vous voulez, je vous montrerai, je suis arrivé, jusqu'à 25 kilos au mètre carré. Enfin, sur à peu près 2 mètres carrés cultivés, j'ai quasiment récolté 50 kilos entre les poires, les poires de terre, les chayotes, les framboises, les fraises, les blettes et tout ce que j'ai réussi à densifier. Et donc ça fait que j'ai une toute petite espace de culture où j'ai un peu d'endroits, enfin un peu de surface où je dois préparer le sol, enfin en tout cas mettre, du broyat, mettre du caca de mes poules et puis arroser en été. Donc finalement, ça fait tout petit 2 mètres carrés. Mais vu que c'est de la culture multi-étagée et que ça va aller sur beaucoup plus que 2 mètres carrés de surface, bah, du coup, ça fait qu'avec très, très peu d'entretien, très peu d'arrosage, j'arrive à faire des grosses récoltes. Et donc voilà, moi, mon concept de jardin-forêt, ce serait de la culture multi-étagée, à haut rendement. Donc c'est ça un petit peu la vision que moi, maintenant, je développe dans le mot forêt nourricière ou jardin-forêt, Alors, c'est sûr que c'est un concept qui fait rêver. On va voir où et comment c'est applicable et comment on l'adapte. Tu as mentionné, alors pour la plupart de ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, le concept est connu, mais peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Tu as mentionné la permaculture. Euh, Si on peut le résumer, si on pouvait la résumer, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette idée, il s'agit de donc quoi? c'est une méthodologie de conception écologique qui tente à faire des écosystèmes durables et soutenables. Donc ça veut dire ta maison, ça veut dire ton économie, ça veut dire ton jardin, ça veut dire tes relations, ça veut dire comment tu fais un monde meilleur, pérenne et que tu fais pas partie de la, énième civilisation qui va disparaître parce qu'elle est incapable de vivre sur terre. Donc ça inclut, tu vois, on a plein de ce qui spécifie la permaculture, c'est le design, la conception holistique et l'éthique, donc à pas confondre avec une morale. Tu vas pas avoir Bill Mollison qui t'attend avec Saint-Pierre si jamais, tu as travaillé le sol et que tu as pas mis des lasagnes ou tu as pas fait un jardin-forêt en mandala. Il y a pas de technique spécifique à la permaculture. Tu peux faire du jardinage en biodynamie en permaculture. Mhm. Il y a rien qui te dit: «Si tu as travaillé le sol, c'est mal». Ça, il y en a plein qui ont transformé ça en une espèce de religion jardinesque, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une méthode de conception écologique qui est basée sur une éthique et cette éthique, elle dit: «Prends soin de la terre, prends soin de toi, crée de l'abondance et partage équitablement». Et donc, prends soin de la terre, ça ne veut pas dire deviens un ayatollah de l'écologie, tu vois? À ne plus avoir le droit, par exemple, d'utiliser un ordinateur. Enfin, j'en vois qui, des fois, font des commentaires sur mes vidéos parce que j'utilise des bâches plastiques pour, faire disparaître l'herbe et il y en avait un qui avait fait le commentaire qui avait dit: «Même son fascicule, de semis est en plastique». Tu sais ce que j'ai fait un truc en plastique pour pas qu'il s'use dans la pépinière. J'ai fait un truc résistant aux UV et étanche pour que tu puisses le prendre avec les mains mouillées. Parce que j'en avais marre de niquer mes bouquins, à force de les prendre avec les mains sales. Je me suis dit: «Bon, je suis sûr, ça va servir à plein de gens de pouvoir réussir tes semis chaque année et d'avoir ton truc que tu laisses dans ta pépinière ou presque dans le jardin, quoi». Et donc le mec, il avait mis un commentaire en disant: «Même son guide de semis est en plastique, c'est une honte». Alors du coup, je lui avais répondu: «Et toi, ton ordinateur, il est en bois, là?» Je je voudrais juste dire, bon, on a tous des voitures, on n'a pas le choix, en fait, on est piégés dans cette société de loisirs et de consommation et la permaculture, elle tend à faire un monde meilleur, mais c'est pas une religion d'ayatollah,
sachant que ça vient des principes de David Holmgren. Mais ils n'étaient pas d'accord, Bill Mollison et David Holmgren. Bon, David Holmgren, en fait, il a pondu plein de principes qui sont très dualistes, qui sont très, ouais, c'est ça, dualistes, en fait, Mhm. monodirectionnels. Donc, par exemple, il y en a un qui dit faire avec des ressources locales et durables, quoi, en gros. Et donc, du coup, ça veut dire pas d'ordinateur, pas de voiture, pas de machin, quoi. Alors que moi, j'aurais tendance à adoucir le truc tant que faire se peut. Bah oui. Voilà, tant que faire se peut, tant que tu peux. Et moi, le jour où j'ai des Chinois pour venir désherber chez moi ou que j'ai fait une communauté en autarcie et qu'on est 12 à autoproduire le jardin, on a les mains et le temps, en fait. Alors que, ben, là, on n'a pas le temps, mais par contre, moi, entre une tondeuse qui va cramer du pétrole et utiliser mes bâches maraîchages qui ont plus de 20 ans, j'ai aucun souci à utiliser du plastique. Donc voilà, c'est une méthode de conception écologique qui est basée sur une éthique qui dit: «Prends soin de la terre, prends soin de l'humain, crée de l'abondance et partage équitablement». Et là encore, partager équitablement, ça ne veut pas dire, donne sans rien attendre en retour à la sauce Jésus-Christ. Ça veut dire partage équitablement. Il faut que ce soit win-win, que ce soit avec, de l'argent ou que et donc ça peut être aussi partage équitablement avec l'écosystème. La nature, elle t'a donné tout un tas de ressources Mhm. assez géniales et il faut que tu partages. Si tu veux avoir des pommes qui ont pas trop de carpocaps, de verre, c'est un petit papillon de nuit en fait, si tu veux avoir des pommes, bah, faut que tu acceptes que tu perdes des pommes à cause du carpocaps. Parce que si tu veux qu'il y ait des bestioles, des mésanges, qui mangent les larves de carpocaps, faut qu'il y ait du carpocaps, faut qu'elles s'habituent et donc ça, faut que tu apprennes à perdre, à gagner sans avoir trop rien foutu et à perdre aussi parce que tu as trop rien foutu. Mais si tu fous des petites cheats partout, tout le temps pour essayer de toucher le pactole comme on fait en arboriculture, c'est ce qui fait que le jour où tu arrêtes de faire tes petites cheats, le jour où tu arrêtes d'être en bataille contre le vivant, et ben, le vivant, ça devient, en gros, en arboriculture bio, si tu traites pas, si tu mets pas du carbovirusine, si tu mets pas des traitements, tu peux avoir jusqu'à 300 d'infestation, 3 vers par pomme. Donc ça, dans la nature, en fait, ça existe pas. Un écosystème qui est tellement déréglé que les prédateurs éradiquent leurs, ressources, ça existe pas. Normalement, tu vois, si tu as des campagnols, tu vas avoir des chouettes, tu vas avoir des vipères qui mangent les campagnols et Mhm. les vipères et les chouettes ne peuvent pas éradiquer les campagnols, elles peuvent réguler la population. Mais quand ça éradique quelque chose, enfin, si tous les pépins des pommes, parce que les carpocaps, ça mange, les pépins des pommes, ça mange pas vraiment la pomme, ça fait juste un trou dedans, ça te fait chier toi, mais ça mange pas la pomme dans le fond, ça mange que les pépins. Donc 300 d'investation, ça veut dire sur un verger de 10 hectares, il y a pas un pépin de pomme qui s'en sort. Et C'est donc ça. ça veut dire, en gros, dans les générations futures, il y a plus de pommiers si ça se passait tout le temps comme ça. Donc c'est qu'il y a un problème dans ton biotope, quoi. Et donc nous partager équitablement, ça veut dire aussi savoir donner à la nature, son dû, en fait. Si tu veux une régulation écosystémique, il faut que tu partages et les mêmes mésanges qui vont te bouffer les carpocaps, des fois, c'est elles qui vont te faire des petits trous dans les pommes parce qu'elles crèvent de soif en été. Ou qui vont te faire des trous dans tes cerises au mois Tout de à mai fait. parce qu'elles trouvent ça bon, quoi. Donc Bientôt. voilà, ce serait ça. Pour moi, la permaculture, c'est vraiment une méthode de conception et on va avoir plein de techniques pour faire des maisons autonomes, on va avoir plein de techniques pour faire des jardins autonomes, on va avoir plein de techniques pour communiquer, la communication non violente, la communication transformative, l'analyse transactionnelle, la PNL, plein, plein, plein de méthodes, en fait, pour pouvoir avoir des relations qui soient plus écologiques, qui soient plus, donc écologiques, qui soient plus basées sur l'intelligence, sur la conscience, que sur la lutte contre et le jugement donc voilà, je sais pas si ça résume, assez bien. Complètement, complètement. Et ça correspond beaucoup à ma philosophie, même si c'est pas ce qu'en disent les médias, mais pourtant c'est exactement comme ça que je vois les choses. La complexité de la nature nous permet justement, tu parlais de ton parcours qui t'a fait collectionner, chercher toutes sortes de combinaisons possibles, de qu'est-ce qui fonctionne. J'ai rigolé quand tu parlais la noix de coco du Chili parce que j'en ai. Et j'ai une difficulté folle à les faire germer. C'est infernal. Alors là, je vois que tu as déjà fait le travail, je vais peut-être abandonner. Euh, Ah ouais, non, oublie tout de suite, quoi. Mais vraiment. Tu Ça sais fait que des moi, années, j'ai ramassé des semis au parc botanique de Vannes. Ah non, c'est devant la bibliothèque de Vannes. Il y en a 2 magnifiques qui font 15-20 mètres de haut. Et donc, du coup, j'ai appris ça. J'ai pris la bagnole. À l'époque, j'habitais à Rennes. Hop, je suis allé à Vannes et j'ai récupéré plein de semis. J'ai filmé, j'ai fait ma petite vidéo pour YouTube, d'ailleurs, que j'ai jamais publiée. Et puis, quand je suis rentré, j'avais récupéré des semis qui germaient au pied. Et puis, j'avais aussi plein de noix de coco. J'en ai mis plein à semer. J'en avais plein à ma pépinière.
Et j'ai rentré la truc dans mon bouquin permaculture en climat tempéré que l'année d'après, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à chercher toutes les infos sur les systèmes racinaires et tout, j'ai voulu savoir, bon, quand est-ce que ça fructifie ce truc? Et je sais qu'une plante, plus elle vit pas vieux, plus elle fructifie tôt. Tu vois, un fraisier, ça vit 4 ans, C'est ça. ça fructifie dès la première année. Un pêcher, ça vit 20 ans, ça fructifie la deuxième, troisième année maximum. Un pommier, ça vit 50 ans, ça fructifie au bout de 5 à 8 ans. Un noyer, ça vit à peu près 100 ans, ça fructifie à peu près 10 ans après le semis. C'est ça. Et là, je trouve pas l'info, mais je sais juste que ça peut vivre plus de 1000 ans. Et j'ai fait: «Aïe, merde». Et finalement, j'ai réussi à discuter avec un botaniste du parc enfin qui s'occupe d'un parc à Vannes et je lui ai demandé: «Est-ce que vous les cocotiers du Chili là, est-ce que vous savez quel âge ils ont et combien de temps ça met à fructifier?» Et là, le mec il me fait: «Ouh, ils ont été plantés au 1700 et des brouettes, ils ont commencé à donner des fruits au siècle dernier», tu vois? Le truc, il a mis plus de 150 ans à donner des fruits. Donc Je croissance vais laisser lente, noix tomber. inintéressante, ça met 150 ans à donner des fruits, voilà. Mais j'en ai découvert, mais des tonnes, tu vois? Des faux pistachiers où le truc, c'est incassable, ça te produit un bol tous les ans. Donc le bol, une fois que tu as passé ta matinée ou ta demi-journée à casser les petits trucs, il te reste un verre, tu vois? Chaque année, tu as un verre de pistache. Alors ça va si tu es un Indien et que tu habites dans une grotte et tu vois que tu as que ça à bouffer, tu le mangeras le truc. Mais Ouais. franchement, nous, on a autre chose à foutre. Enfin, moi, je préfère mettre maintenant des pommes, des poires, des prunes, des pêches et puis faire grimper des patates douces dans les arbres et voir les rendements, en fait. Et ça marche en plus. On peut avoir des super rendements. Donc ouais, la collectionnite, j'ai tendance à maintenant, à dire aux gens, fiez-vous aux experts qui ont déjà fait les trucs avant vous, en fait. Ouais. Parce que, Ouais. faire des parcs botaniques, dans nos jardins, ça sert à rien qu'on soit des milliers à le faire, quoi. Si c'est tous pour découvrir: «Ah tain, c'est nul ce truc», puis je l'ai payé 50 balles en plus. Oui, ou d'avoir des espèces qui sont mal adaptées. Moi, je me bats beaucoup depuis, ça fait maintenant 15 ans que je travaille mon potager. Je me suis battu vraiment longtemps avec le maïs et je pense que je vais laisser tomber. Ah ouais, J'ai laisse essayé toutes tomber. sortes Tu de es en graines. Suisse, toi? Oui, et à 1000 mètres d'altitude. Donc, j'ai une saison courte. Et d'ailleurs, la permaculture, donc, comme tu as dit, les principes et les stratégies de mise en place sont excellentes. Mais ensuite, il faut savoir moduler, parce que c'est sûr qu'à 1000 mètres d'altitude, des plantes pérennes d'une année à l'autre, il y en a beaucoup même. C'est beaucoup des fruitiers d'ailleurs. Il y a énormément j'ai des cerisiers, j'ai des pommiers, j'ai des poiriers. Euh, j'ai des kakis qui ont bien pris et des kiwis. Mais en revanche, par rapport à tout ce qui est légumes communs, les courgettes ou que sais-je, je dois vraiment faire du travail. Je ne peux pas les laisser passer l'hiver en plante parce que ça va, et même les graines ne vont pas tomber et redémarrer toutes seules. Il y a trop de froid, trop de neige trop longtemps. Ah bah, ouais, ouais, Donc, c'est évident, ouais. l'aspect permaculture pérenne demande de tester. Alors, par exemple, les choux kale tiennent l'hiver et survivent d'une année à l'autre. Alors, je vérifie quelles variétés. Je crois que certaines sont biannuelles, d'autres enfin, mettre 2 ans pour germer et donner de quoi manger, des feuilles, en l'occurrence. Les choux de Bruxelles tiennent le coup, mais d'autres, il faut vraiment que je les récupère, que j'en laisse monter en graines suffisamment tôt dans l'année bref, pour ensuite Ouais, replanter. que tu les acclimates. Exactement. Et c'est pas un travail facile, mais voilà, on y fait. Mais comme tu viens de le dire, je trouvais très juste, essayer de trouver ce qui fonctionne, ce qui est pérenne et ce qui redonne de la fertilité au sol et qui améliore le sol, ça j'ai pu le constater. Euh, donc moi, je me considère dans un climat un petit peu extrême, mais dans un climat plus tempéré, c'est extraordinaire les résultats qu'on peut avoir. Ah, en tout cas, toi, dans ton climat, l'expert que tu peux voir, enfin, ton dieu de la permaculture, c'est Sepp Holzer. Il y a personne qui a autant de compétences que lui, Ouais. son fils, pour le climat alpin et pour les zones froides, en fait. Donc, tout ce qu'il dit dans son bouquin, je pense que tu peux le prendre pour argent comptant. Toutes les plantes pérennes qu'il peut lui, par exemple, enfin, en tout cas, dans son bouquin, je les ai, ces bouquins.
bien Je sûr. sais qu'il y a plein de plantes qui peuvent passer chez toi qui ne conseillent pas, dont il parle pas, mais peut-être parce qu'il les connaît pas. En fait, il a collectionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout des animaux, en fait, hein. C'était un vrai zoo chez lui. Mhm. Il a eu de tout, ouais. Il a même eu des problèmes parce qu'il avait, importé des bestioles, en fait, qui se sont barrées de chez lui et qu'on a retrouvées un peu partout dans la pampa et mais enfin bref, il y a des trucs qui peuvent passer chez toi, c'est, l'ail éléphant, par exemple. L'ail éléphant, c'est vraiment une plante pérenne qui est très rustique, qui prend facilement des gelées de -15, -20, juste avec un petit mulch. Elle va sortir en hiver, donc toi, pour toi, avec le climat froid, elle sortira un petit peu plus tard chez toi. Mais nous, en gros, tu la manges comme un poireau tout l'hiver et après tu vas récolter les bulbes en été et ça fait vraiment des grosses têtes d'ail, et après l'astuce que tu peux faire chez toi, c'est vraiment de si tu récupères des matières organiques, pendant tout l'été, si tu as des trucs qui font des grosses productions de biomasse, hem, si tu veux garder par exemple des poires de terre, les poires de terre, elles gèlent à peu près à -7, -8. Tu les enterres bien profond et en automne, tu viens et tu fais des gros mulch de matière en décomposition. Donc, une fois que tu as récolté Tout tes à poires fait. de terre, tu relaisses les bulbes bien enterrées en profondeur ou alors tu les hivernes si tu veux être sûr de pouvoir en garder. Et ça, si tu l'hivernes, vu que ça résiste à -7, -8, si toi tu mets ça, tu vois, dans un espèce de cagibi, collé à ta baraque, ça descendra peut-être à -1, ça va tenir, quoi. Mais On autrement, ce que tu fais, dénote. tu fais des gros mulch, tu fais des gros mulch de matière organique que tu as tes thons, tes machins par-dessus et ça va se décomposer en hiver et si tu mets pas trop de matière verte, si tu mets trop de matière verte, ça va composter direct et ça va monter fort en température. Si tu as mis beaucoup de matière carbonée, des trucs qui s'étaient plutôt, jaunissants, tu sais, ça va se décomposer très lentement et en fait, c'est les vers de terre, les bactéries qui vont faire, qu'on appellerait une chaleur douce, en fait. Mhm. Et même s'il neige, tu vas avoir une croûte de neige. Au-dessus, il fera -20. Sous la croûte de neige, il sera 0. Et dans ton mulch, il fera peut-être 1, 2, 3, 4 degrés. Et du coup, vu que c'est en dessous tes poires de terre, bah, elles prennent même pas les gelées, quoi. Et C'est ça ça. repercera ton mulch au printemps. Donc, il y a des astuces comme ça que tu peux développer en climat alpin. Qui, mais vraiment l'expert, moi, quand je suis allé en Autriche, chez Sepp Holzer, j'ai été époustouflé de voir, le mec, il avait 40 hectares, il a transformé ces 40 hectares en 10 hectares de surface aquatique, Oui, c'est tu ça. sortais des écrevisses avec des pinces qui étaient grosses comme ça, quoi. Bah, tu vois, des écrevisses géantes, en fait, des trucs, il a été recherché en Ukraine, c'est des variétés qu'on avait en Europe qui ont disparu, enfin des variétés, des espèces plutôt, Mhm. qui ont disparu. Mais c'est vraiment hallucinant, quoi. Il a réussi à changer le climat de sa vallée grâce à ces bassins et grâce au fait qu'en hiver, il va y avoir la fonte des neiges et tout ça, en fait, il s'en sert pour pulvériser de l'eau, pour faire en sorte qu'elle gèle en hauteur et qu'au lieu d'être à -20, tu te retrouves avec une température de, -4, -2, -3, -4 et il protège ses arbres fruitiers comme ça, la floraison au printemps. Il va les protéger en pulvérisant de l'eau sans pompe, sans rien, juste avec la gravité, quoi. Ah non, c'est formidable ce qu'il fait. C'est impressionnant. Alors, c'est vrai que j'ai pas 40 hectares, mais clairement, des petits bassins, même tout petits sur un terrain, peuvent aider juste autour. Ça fait une petite différence. Dans ton expérience, tu as pu rencontrer des milliers de gens qui viennent soit pour te demander conseil, soit euh, qui t'écoutent, qui te donnent Ouais, qui un sont venus en retour. formation ou dans les conférences, ouais. Et est-ce que tu sens voilà, qu'il y a un engouement, que ça se propage de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que les temps vont être difficiles ou sont difficiles déjà pour beaucoup et que en fait, cette symbiose entre la terre, l'individu et les gens qui vivent autour de lui, d'elle, se développe aujourd'hui. Alors, j'aurais tendance à te dire oui jusqu'à la crise du Corona Circus. Mhm. Et depuis le Corona Circus, il y a une espèce enfin, il y a eu des grosses prises de conscience chez les gens à la prise de conscience du Covid, mais avec la récession économique qu'ils orchestrent et puis, toutes les guerres qu'ils arrêtent pas de nous enchaîner un peu partout, j'ai l'impression que les gens sont dans la torpeur, Mhm. enfin, en tout cas, je vois, que ce soit mes collègues de permaculture design, ils arrivent plus à remplir leur formation, moi non plus.
Et pareil, hein, enfin, j'en ai discuté avec le CFPPA où j'intervenais, sur la permaculture et sur leur BPREA. Heu et hem et pareil, ils m'ont dit: «On n'arrive plus à remplir la formation en biodynamie, on a du mal à la maintenir», alors que c'était plein avant, quoi, et on avait des Mmh. listes d'attente sur 3 ans, et là, cette année, on la maintient juste, quoi. Donc tous les centres de formation, j'ai vu, et je pense que les gens ont du mal à se projeter dans l'avenir, en fait. Mais donc autrement, pour répondre à ta question, avant le Corona Circus, quand j'ai commencé à faire des formations en 2007-2008 à Terre Humanisme, hem, l'ensemble, enfin en tout cas la majorité des gens que je voyais dans les formations de permaculture que je faisais pour l'université populaire, de permaculture, ou alors pour des organismes, en moyenne, c'était, 80 de marginaux. Donc des gens qui venaient avec des dreadlocks, qui fumaient des joints pendant les cours, ou alors des anciens 68 ards, ou des gens qui étaient habillés de toutes les couleurs, tu vois? Des trucs, ambiance, cirque, yourte, tu vois? Mmh. Des gens qu'on pourrait vraiment considérer comme, les marginaux du système. Et petit à petit, je me suis mis à avoir des flics, des informaticiens, des infirmières, de toutes sortes de gens en fait, ouais, vraiment de toutes sortes. Des retraités, des gens qui étaient là, qui avaient bien gagné leur vie, qui avaient géré des grosses boîtes, et qui venaient se former à la permaculture. Et j'étais assez étonné en fait de voir que d'un seul coup, ça touchait toutes les strates de la population et que tout le monde prenait conscience, et c'était plus les anarchos, un peu borderline ou hippies, hem qui était intéressé, c'était du tout venant, en fait. Et là, maintenant, je vois que c'est ça qui se stabilise, en fait. En tout cas, Mmh. c'est une population de gens, c'est très hétéroclite, il y en a vraiment de toutes sortes. Bon, pendant le Corona Circus, j'ai eu plein d'infirmières, plein d'infirmiers, plein de gens qui étaient dans ce domaine parce qu'en gros, ils plaquaient leur boulot parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, Bien et du coup, sûr. ils disaient: «Bon, bah, voilà, je surfe sur l'occasion, plan B, voyons voir ce qu'on peut faire avec, les arbres», Non, c'est clair. Est-ce que le motivateur, est-ce que parmi ceux que tu vois, est-ce que certains sont motivés par la peur, en fait? Alors, comment te dire? Je dirais, presque, 100. Il y a très, très peu de gens, en fait, qui sont motivés par l'amour. Les 3 quarts du temps, même quand on aime les glaces, en fait, on se précipite parce qu'on a peur de se la faire piquer, ou qu'on a peur de plus avoir de sous, ou qu'on a peur de donc, s'il y a 2 énergies qui dirigent la vie sur terre, c'est la peur et l'amour. Tu es attiré par, Mmh. donc c'est l'amour plutôt attractif, et puis tu es repoussé par, et là, c'est plutôt, la peur qui a tendance à repousser. Et dans le monde animal, en fait, on privilégiera toujours la peur avant l'amour. Si un lapin, il voit une touffe d'herbe grasse, belle, mais qu'il y a un renard dans le coin, il sort pas. Tu seras plus mu par la peur que par l'amour. Donc en fait, c'est un phénomène qui est complètement, naturel, on pourrait Mmh. dire, et que c'est, on va dire, c'est les éveillés et les gens qui ont conscience, en fait, que nous ne sommes pas les bouts de barbac qui nous transportent, que c'est juste un véhicule, et que notre âme est, comment on pourrait dire, immortelle, en fait, que donc beaucoup de philosophies, hein, indiennes, taoïstes, tibétaines, et maintenant ça se découvre de plus en plus là avec les NDE. Tous les gens qui font des NDE et puis qui reviennent, en général, ils ont plus du tout peur de la mort parce qu'ils savent très bien, en fait, c'est une délivrance, c'est plutôt une lourdeur d'être sur terre qu'une légèreté, quoi, et que presque on devrait pleurer quand il y a une naissance en disant: le pauvre, il était tout juste avant, et là maintenant il est un petit bout qui se chie dessus, qui est dépendant de tout, qui va avoir mal aux dents, au ventre et à tout ça, alors qu'il était dans une félicité la plus totale, juste avant. Mais donc, il y a très, très peu de gens en fait qui sont mus par l'amour, parce que je pense on est tous, identifiés à notre, enfin ce qu'on appelle notre ego. Mais bon, moi je suis assez mitigé avec ce terme ego, parce qu'ego ça veut dire moi, alors qu'en fait il y a qu'un nous. En fait, à l'intérieur de Mmh. nous, il y a plein de parts, et on est Mmh. constamment en conflit, tu vois? Il y a une part de toi qui aimerait bien être autonome, puis une part de toi qui aimerait bien faire des économies, puis une part de toi qui aimerait bien regarder Netflix et puis pas trop t'emmerder, puis C'est une part de sûr. toi qui voudrait être cohérent, et puis une autre part de toi qui dit: «Mais non, mais pourquoi être cohérent?» Et on est constamment dans un dialogue permanent dans notre tête entre plein de parts qui défendent des besoins fondamentaux. Des parts plutôt adultes, spirituelles, qui essayent de te tirer vers le haut, des parts plutôt infantiles, blessées, qui te tirent vers, des comportements, que ce soit addictifs ou des comportements soumis, donc
des comportements addictifs, c'est des comportements fuyants. On va fuir dans, la bouffe, Netflix, des pétards, l'alcool et tu vas avoir des comportements contrôlants et des comportements, soumis et donc toutes ces parts, en fait, souvent c'est un gros conflit intérieur, mais ça nous veut que du bien, en fait. Chaque part est un peu comme un membre de la famille qui est juste parfait, qui est juste déréglé comme tous les autres de la famille qui sont un peu pétés du casque parce que la société est déréglée et déréglante et que donc du coup, c'est une famille où c'est un grand conflit où il y a le père qui tape du poing, la mère qui essaye de jouer à la gentille, les mômes qui font les cons et toi tu appelles ça «moi» en fait. Alors qu'en fait, c'est un nous et Ouais, donc ouais. on est souvent identifié à ces parts, à ce nous et on n'est pas identifié à la seule chose, qu'on pourrait appeler l'âme en fait, qui est la seule chose qui peut être le médiateur de toute cette famille en bordel en fait et qui peut dire: Franck, en fait, il y a une part de toi qui aimerait bien être totalement cohérent et puis plus manger de pain et de gluten parce que tu es allergique au gluten, mais en fait, tu aimes ça» et et heu et en fait, il y a pas de, cette conscience bienveillante qui peut apporter de l'amour à toute notre maladresse. Et donc quand on est identifié à ça, tu t'aperçois que cette conscience, elle était là à ton premier souffle, elle était même là avant ton premier souffle parce que dans la tuyauterie, de ta mère, quand elle buvait du jus d'orange, il y avait un truc qui sentait, qui disait: «Waouh, c'est cool le jus d'orange», qui était là que juste qui ressentait et qui avait, un système, émotionnel donc de la compassion, de toutes ces émotions en fait font déjà partie du kit de base quand on arrive sur terre avant même, qu'on commence à respirer en fait et à notre Mhm. dernier souffle, c'est pareil, c'est souvent que notre dernier souffle, on se rend compte que on n'est pas si vieux que ça dans notre tête, en fait. Le «je suis», il est beau, il est presque aussi jeune que quand j'avais 20 balais, en fait. Il a pas vieilli le «je suis». C'est juste ma peau, c'est juste mon expérience, mes croyances qui ont changé, toutes mes parts d'ailleurs qui ont changé parce que mes parts, elles étaient identifiées à: «Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du milieu, je suis écolo, je suis plus écolo». Et quand tu meurs, en fait, tu es plus tout ça. Par contre, il y a Mhm. toujours un «je suis», un observateur de ça et qui a toujours de la compassion, qui a toujours, on pourrait dire, toutes les valeurs qu'on trouve dans la spiritualité, la compassion, la conscience, la patience, la présence, la reconnaissance, la bienveillance et cette part en nous, on s'y identifie très rarement. Donc c'est ce qui fait que je rencontre peu de gens, en fait, qui soient vraiment, dans l'amour, mais pas forcément que dans la permaculture, hein. Je pense que c'est dans tous les secteurs de notre vie je peux parler de ma propre expérience, en fait, c'est que je suis peu, moi aussi. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qui me meuvent, qui sont plus basées sur la peur que sur l'amour, quoi. Malgré tout mon discours et tout, et le fait que j'ai pu faire un jeu sur la guérison de blessures intérieures, j'ai guéri plein de parts en moi. Pourtant, j'ai Mhm. encore plein de parts en moi qui me dominent, en fait c'est juste que moi, contrairement aux autres, il y a un médiateur qui observe cette bataille et qui peut mettre de la compassion et de la douceur sur ma maladresse et à la fois, du coup, sur celle des autres. Alors que je pense qu'on est tous un peu tiraillés par nos parts, mais c'est souvent le moi-je, souvent, c'est, ce qu'on appelle un self-like, en fait, quelque chose qui s'identifie à l'âme et qui joue un peu au flic, tu sais, qui fait: «Ouais, tu pas assez fait, tu as trop fait, tu pas cohérent». Donc c'est un espèce de juge et du coup, ça rend notre vie assez pénible, assez, ou que ce soit pour nous ou pour notre entourage, en fait. Non, non, ça résonne en moi beaucoup ce que tu dis. C'est des choses dont je parle dans mon dernier bouquin qui parle de peur. Et ce que tu dis me fait penser aussi à ces cases dans lesquelles d'abord, on se met nous-mêmes avec soit des pensées limitantes, soit des incohérences qui nous poussent à être pour beaucoup malheureux ou pour certains dans des addictions, comme tu as pu le mentionner, parce qu'on est dans des habitudes peut-être mauvaises, mais qui semblent nous protéger pendant un certain temps. Et puis, il y a les cases dans lesquelles les autres nous mettent. Alors justement, on ne s'est jamais parlé encore jusqu'à aujourd'hui, et je te connaissais via YouTube et tes livres, et, et je vois que beaucoup de gens essayent de mettre des gens comme toi ou des gens comme moi dans des petites cases où, voilà, le permaculteur, le survivaliste, le hippie, tu as mentionné ça tout à l'heure exactement, alors qu'en réalité, nous avons énormément de points communs. Comment est-ce que tu vois, est-ce que toi, tu vois ces préjugés peut-être ou ces cases dans lesquelles on met les gens, dans les gens que tu rencontres, dans les gens que tu vois dans tes formations, etc., où finalement, il y a une ouverture d'esprit qui se met en place?
Bah, évidemment, je vois ça, en fait, surtout dans le monde de la permaculture. Il faut voir les tartines que je me suis pris, j'ai même eu une année où ils faisaient leur festival de la permaculture, tu vois? Alors que je fais partie des fondateurs de l'UPP et de Brown Pie. Je fais partie de ceux qui ont la 1re réunion où on a posé les statuts de Brown Pie et j'étais le facilitateur et c'est moi qui ai fait une médiation pour pas que ça parte complètement en couille, que la seule nana qui avait bossé pour les statuts de la sauce, la seule qui avait bossé, il y avait personne qui avait ouvert les dossiers qu'elle nous avait fait. Et ils étaient tous là à batailler, à dire: «Non, moi je suis pas d'accord, machin» et tu sais, des guerres d'ego, puis où chacun voulait exister à travers cette association Brown Pie. Et donc j'ai toujours vu ça en fait, des guerres et ça me paraît complètement légitime moi en fait, parce que je vois bien que la nature, elle est un espèce de conflit joyeux permanent. Mhm. Si tu écoutes les oiseaux là, ça chante, ça piaille, hein, mais ça se chamaille pour une question de territoire et surtout dans les mêmes familles. Tu vois, tu te rends compte que ça se chamaille pas, ils sont pas en train de se les pinsons et les mésanges, ils se foutent pas sur la gueule. C'est les pinsons avec les pinsons, ils se foutent sur la gueule, surtout les mâles et puis les mésanges avec les mésanges. Mais autrement, dans une haie, tu vas avoir un piaillement, et chacun fait son nid comme il veut, chacun, fait le chant qu'il veut, mais par contre, chacun a sa place et il y a une espèce de hiérarchie qui se fait. Et moi avant, il y avait une part de moi qui voulait pas qu'on me colle des étiquettes, qui voulait pas qu'on me rejette. Qui voulait pas, qui voulait plaire à tout le monde, en fait. J'aurais aimé plaire à tout le monde, tu vois? J'aurais aimé qu'on dise: «Oh Franck, comment je t'adore» et puis que: «Toi non plus, toi aussi que tu m'aimes pas?» «Si, si, je t'adore» et puis quand, je me suis rendu compte: «Mais attends, mais tu te racontes un mensonge là, Franck. Toi, tu aimes tout le monde. Franchement, tu aimes tout le monde». «Bah non, il y a plein de gens qui me gonflent, plein de gens que j'aime pas, en fait» et vraiment, tu vois? C'est tout con, hein, mais je veux dire, il y a tout un tas de prises de conscience qu'on fait quand on souffre. Moi, tu vois, ce qui m'a mis en mouvement, pendant toute ma vie, c'était mes problèmes de dos, la dyslexie, le fait Mhm. d'être mal dans cette société. Donc si tu veux, moi, le siège, il était épineux, donc je restais pas dans le canapé, ça me faisait mal au dos, tu vois, en gros. Et il y a une part de moi, pendant longtemps, et même des fois encore un peu, qui était en colère contre tous ceux qui, sont au fond du siège, qui attendent que ça se passe, qui attendent que ce soit la fin du monde et puis qu'on puisse plus faire de marche arrière. Je voyais ça un peu comme un espèce de rouleau compresseur qui va doucement vers une falaise, tu vois? Et je me disais: «Mais bande de cons, mais putain, mais arrêtez-la cette trousse, arrêtez-le ce rouleau compresseur!» Tu vois? J'avais Mhm. vraiment eu un besoin d'agir et puis du coup, j'étais en colère contre tous les autres. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, tu vois, des phrases comme Gandhi: «À la violence, je préfère, la non-violence, mais à la soumission et à la passivité, je préfère la violence». Ah oui, c'est évident. Donc ça veut dire, aux gens gentils, je préfère les gens méchants, mais aux gens méchants, je préfère les gens non violents et donc ils vont être confrontants, mais en respectant l'autre. Parce Mhm. qu'une personne gentille, elle est pas confrontante, elle est faux cul. Et donc, quand je me suis rendu compte que je voulais plaire à tout le monde, mais par contre, j'ai un côté franc du colère, enfin, pour ceux qui m'écoutent, là, vous voyez bien, j'ai pas trop de limites, j'ai pas trop de filtres et j'ai toujours été comme ça. Il y a des gens qui m'adorent pour ça, tu vois? Comme moi, j'aime bien l'ail des ours parce que ça a le goût d'ail, mais ça te fait puer de la gueule, tu vois? Et il y a des gens qui vont te détester C'est pour la la même saison. chose, pour ce goût d'ail si spécifique qui fait ta spécificité. Donc à partir du moment où tu arrêtes de te mentir à toi-même, naturellement, tu vas avoir des critiques, les gens, ils vont te mettre des étiquettes et autant, on peut être frustré, tu vois, qu'on nous foute l'étiquette, lui le permaculteur, lui le survivaliste, lui l'anarcho décroissant, lui ceci, lui cela. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu es venu foutre sur terre? Qu'est-ce qui te donne le smile? Et puis après, tu le fais. Que si tu es un grand châtaignier, bah, tu vas pas faire du maïs doux. Et si tu as un ail des ours, tu es une plante de sous-bois et il faut pas qu'on te demande de pousser en plein soleil. Et le jour où tu es vraiment toi, à un moment, tu peux dire: «Ouais, ouais, je suis de l'ail des ours et je te ferai puer de la gueule et je t'emmerde». Et je j'étais pas content, c'est pareil. En fait, moi, je m'aime bien et puis il y en a qui viennent me voir tous les ans pour me ramasser dans les bois et qui font: «Ah, je te kiffe et tout, je te mets dans de l'huile, ça fait des pestos, goûtez les amis, c'est délicieux». Donc pourquoi on essayerait finalement de plaire à tout le monde et d'avoir peur de ces étiquettes qu'on nous met? Plus il y a d'étiquettes, plus il y a de biodiversité, plus ça fait des soit des sales pinsons, des sales mésanges, des sales pigeons, soit des super pinsons, des super mésanges, des super pigeons. C'est juste chacun dans son coin. Moi, maintenant, la permaculture anarcho-décroissante que je, entre guillemets, «prônais» quand j'étais anarcho dans les années, 2000, elle me fait chier, en fait. En gros, souvent, c'est des ados qu'on va avoir, soit des vieux ados, Oui, soit oui, des oui. ados qui ont un âge d'ado
mais c'est souvent des personnes qui vont avoir un comportement adolescent, qui vont être dans cet univers et moi, j'ai rien contre eux. J'ai été adolescent. Mais c'est juste qu'à un moment, j'ai pas envie de relationner avec, ces ados. Je me suis rendu compte, en plus, quand je leur faisais des places gratuites ou moitié prix, c'était ceux qui étaient le plus insatisfaits dans mon stage, qui m'avaient fait chier pendant tout le stage et quand même qui avaient emmerdé les autres stagiaires, quoi. Donc à un moment, je me suis dit: «Non, mais c'est parfait que chacun dans son écosystème, en fait, finalement, t'attires des personnes différentes» et je me suis rendu compte à un certain moment que j'avais un intérêt à repousser, en fait, à dire, tu vois, un qui vient dans un de mes stages et qui est super déçu, qui dit: «Toi, je vais te faire une super mauvaise pub». Bah, c'est super, en fait, tu vas sûrement en parler à tes potes que j'ai pas envie de voir non plus, parce que s'ils sont comme toi, j'ai pas envie de les voir dans mon stage, en fait. Donc du coup, ouais, vas-y, parle-en, dis à quel point tu es déçu, il y a pas de souci, en fait, tu vois? Et moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, que ce soit pour le bureau d'études, que ce soit pour les formations ou même vers mes vidéos, parce que j'ai un regard qui est assez critique, tu vois? Je J'ai pas ma langue dans ma poche, je taille un peu dans le gras, ça je vais facilement dire: «Cette plante, c'est une merde». Enfin moi, en tout cas, je vous conseille, mettez pas ça chez vous, c'est envahissant et c'est pas bon. J'ai goûté moi et on est plein à avoir goûté. Maintenant, vous avez peut-être les papilles un peu, spéciales, tu vois? L'oseille sanguine, peut-être que toi, tu adores le rumex quand ça a un goût de paille et que c'est un peu amer et que OK, je t'empêche pas. Moi, c'est pour tous ceux qui pensaient que c'était une super oseille, goûtez-en là et on en fout de partout dans les parcs botaniques. Goûtez-en avant de foutre ça dans votre jardin parce qu'une fois que vous l'avez mis, ça va envahir partout, vous allez vous battre contre parce que ça fait des racines pivots d'1 mètre. Et vous allez vraiment être ennuyé, tu vois? Et donc, bah, du coup, souvent, je vois des posts de gens qui vont dire, «Bah, moi, je l'ai chez moi et puis je trouve ça délicieux et puis je la ressème tous les ans parce qu'elle a du mal à foisonner». OK, pas de problème, fais ce que tu veux mec, je pas de souci, tu vois? Fais même des vidéos où prône cette, truc, il y en a Mmh. plein. Moi, je fais juste mon job, moi, je dis juste, moi, là, que ça fait 20 ans que je fais des recherches là-dedans. Quand je goûte ça, je trouve ça dégueulasse et je vous déconseille de le mettre. C'est ça. Et tu vois, tout est parfait donc laissons finalement la critique. Moi, j'ai aucun problème avec la critique, tu vois? Je suis un peu comme, comment il s'appelle, le philosophe là, Onfray, tu vois? Onfray, Mmh. il est pour que ça se faille, tu vois? Que les gens autour de la même table, qui ont des points de vue complètement différents. S'il y a des révisionnistes, mais allons discuter avec eux, ne serait-ce que pour leur décheniller leur argumentaire. Parce que souvent, quand tu penses des conneries, c'est dans le débat ou si tu vas avoir quelqu'un d'intelligent et qui dit: ah, tu penses ça?» et du coup, c'est étayé sur quoi, en fait? Tu vois? Et qui plutôt dans le questionnant plutôt que dans l'affirmation. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu vois? Le mec, il me dit, «Ah mais moi je trouve ça super bon l'oseille sandine». OK, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette plante? La texture qui est un peu, rugueuse ou le goût acidulé qu'on peut retrouver dans plein d'autres plantes? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois? Heu et du coup, moi je peux découvrir que je me trompe ou alors quand j'ai fait descendre l'autre à la cave et que son avis il s'appuie sur rien, ben, souvent c'est lui qui change d'avis, en fait. Tout à fait. Donc c'est dynamique, ayons le droit de se faire critiquer, de critiquer les autres et de dire, «Moi j'aime pas l'ail des ours», tu vois? Tu C'est as en le plus la droit. saison. Nous sommes en avril, début avril, et j'en ai plein dans le jardin qui poussent en omelette. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'à chacun d'adapter. Et ça, peut-être, on le. Alors, c'est un des principes qu'on a dans le survivalisme. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, qui est celui de. On pourrait l'adapter. On dit qu'il faut stocker la nourriture qu'on mange et manger ce qu'on stocke. Mais en réalité, il faut aussi cultiver ce qu'on aime manger et donc aimer manger, apprendre à aimer manger. Je pense à mes enfants qui parfois ont eu de la peine quand ils étaient petits avec les légumes, avec certains légumes, notamment l'ail des ours. Mais au bout d'un moment, on l'apprécie parce qu'on ajoute, on le met dans une omelette, voilà, on en fait du pesto, comme et donc au bout d'un moment, le goût aussi s'affine et on apprécie. Euh, et donc cultiver ce qu'on mange, manger ce qu'on cultive, mais un élément dont tu as mentionné l'importance, à juste titre, c'est l'aspect nutritionnel. C'est qu'on n'est pas que là pour faire, comme tu as dit, un jardin botanique extrêmement multiple, mais en des temps difficiles, il faut aussi que ça puisse nous sustenter, que ça puisse nous apporter les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, etc., nécessaires, les oligo-éléments et les minéraux qui nous permettent de rester en bonne santé. Et donc, en fait, euh, comment tu vois l'importance de ton travail dans tout ce qui est permaculture, dans tout ce qui est lien euh, entre la nature, ce qu'on produit, mais aussi les gens autour? Euh, Moi, j'ai mon avis bien sûr là-dessus, mais comment tu vois tout ça aussi pour l'apport d'une santé
euh, peut-être optimal, c'est peut-être un terme un peu fort, mais qui nous fasse plus du bien que du mal. Vaste sujet. Ouais, vaste sujet. Mhm. Déjà, en fait, la majorité des gens sont malades parce qu'ils mangent trop. Donc déjà, ça en dit long, tu vois? Ouais. Hem, on mange trop et on mange toxique. On mange énormément de pesticides, on boit de l'eau qui est pleine de médicaments, de plomb, de mercure, de benzène, de fluor, de tout un tas de trucs, et donc on bousille notre santé et très souvent, ça va être le fait de jeûner qui permet au corps de enfin pouvoir éliminer un peu de merde. Et c'est comme si on était des ours, en fait, qui s'empiffrent en attendant un hiver qui arrivera jamais. Et heu et donc déjà, ça, c'est important de prendre conscience, c'est qu'en fait, on pourrait s'entretuer dans le survivalisme, de la fin des temps, on pourrait s'entretuer comme des cons Mhm. à essayer de se battre pour le dernier bout de pain, alors qu'on est tous les 2 intolérants au gluten et qu'il est plein de pesticides. Une bonne Et que ce image. qu'il fallait, c'était manger finalement, tu sais, il y a une nana qui a traversé les États-Unis en bouffant que de la pelouse, en bouffant que de l'herbe, comme une vache. Et elle est pas morte, hein. Ah Il y a ouais. des gens qui ont jeûné pendant 3 mois. Ah voilà, parce que finalement, ça lui a rien apporté, l'herbe, parce qu'on la digère pas normalement. Ah bah si, bien sûr que si, en fait. Ah C'est la bon? cellulose que tu digères pas. Mais quand tu Oui, mâches c'est comme une ça. vache, tu récupères le jus, tu récupères ce que tu D'accord. récupérerais dans un jus, Ah. d'orge ou de tu vois? Oui, 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 Donc c'est du coup, vrai, c'est bah, vrai. elle testait comme ça, celle qui était bonne, celle qui était pas bonne, tu vois? Et elle a D'accord. découvert toute seule que la porcelle, ça a pas une texture qui est très sexy, mais que par contre, ça a aucune amertume, c'est très bon, qu'on peut en manger plein. Et puis que les crépisses, ça ressemble au pissenlit, mais alors tu manges ça, ça a une amertume, c'est dégueulasse et même si c'est Mhm. pas Tout à fait. toxique, l'amertume te décourage, quoi. Mhm. Et c'est fréquent, enfin testez, prenez des brins d'herbe dans le jardin. Moi, je me souviens Ouais, quand ouais. j'étais petit, on les Ouais, prenait, on les suçouillait comme ça, tu les croquais avec les incisives et tu faisais ça comme ça et tu sentais bien un jus sucré. C'est ça qu'aiment bien les vaches, en fait. Et en fait, quand tu fais des jeûnes, c'est souvent quand tu fais des jeûnes, on te fait prendre des bouillons, tu vois? Pour pas que ce soit, le jeûne sec un peu trop dur et heu et là, c'est encore meilleur que des bouillons, en fait, de manger de la verdure, de manger des fleurs, de manger des donc déjà, il y a ça. Il y a le fait que, on mange trop et qu'en plus on mange pas bon. Enfin, on mange des choses qui soient toxiques pour nous. Après, quand, on veut vraiment produire, faut vraiment se poser la question entre foutre un cerisier dans ton jardin qui va faire, presque 10 mètres de diamètre, qui donne des fruits qu'en mai, dont la majorité, c'est tes bons dieux des tourneaux qui vont tout bouffer et que tu en récolteras même pas le quart. Ou alors tu risques de grimper avec ton échelle et de terminer, avec une hanche en plastique pour un panier de cerises, sachant que tu aurais pu mettre au même diamètre un noyer qui t'aurait produit, 20 kilogrammes de noix, qui t'aurait permis de passer l'hiver, elle, parce que tes c'est cerises, vrai. même en bocaux, tous les sucres rapides, en fait, ils se digèrent très, très rapidement. Si vous mangez des mandarines comme ça, vous allez en manger, il faut en manger une toutes les demi-heures, en fait, pour avoir le sucre, pour Tout à tourner fait. comme ça. Alors que si tu manges une poignée de noix, tu vas tenir toute la matinée et tu auras pas de fringales. Donc il y a ça aussi, il y a le phénomène, quand on a des petites surfaces, c'est vraiment se poser la question: «Qu'est-ce que je vais mettre?» Qu'est-ce que et tu vois, entre un cerisier et un pommier, il y a pas de doute, les pommes, tu peux les manger fraîches, tu peux faire des compotes, tu peux faire des pommes séchées, tu peux faire du cidre, tu peux faire du jus, tu peux même faire de la gnôle avec le cidre. Il y a plein de enfin, tu vois, il y a plein de déclinaisons et en plus, ça va produire, au mètre carré, ça va produire quasiment le double d'un cerisier. Tu vois, le cerisier, on doit être à peu près 16 tonnes hectares et la pomme, on arrive à 50 tonnes. Donc il y a pas photo en termes de production, le pommier, il est plus intéressant. Maintenant, si ce que tu veux, c'est passer l'hiver, ce serait peut-être mieux de mettre des noix et des noisettes, parce que tu vas pouvoir manger des pommes séchées, OK, c'est cool, mais ça va pas te tenir chaud, en fait. Si jamais tu devais rester dans le froid, si tu dois traverser, je sais pas moi, la pampa, avec ta petite Tantiglou et ton truc, mieux vaudra que tu aies des fruits secs et des oléagineux, en fait, parce que les graisses vont te permettre de développer beaucoup plus de chaleur que les sucres, en fait, pas que les sucres rapides. Donc ça, c'est important de se poser la question. Aussi, une autre chose, c'est qu'on mange beaucoup trop sucré.
On est habitué et même les fruits qu'on a créés, la majorité sont C'est vrai. bidouillés, en fait. Si tu prends des aubépines, si tu prends des ronces, enfin de la mûre sauvage, si tu prends la majorité des fruitiers sauvages, ils sont vachement moins sucrés que les nôtres. Nous, on a depuis des siècles, on les a bidouillés pour que ça il y ait un taux de sucre, supérieur, en fait. Et ça, c'est pas super bon, parce qu'en fait, ça met ton corps dans un système de flux tendu, entre fructose, glucose. Enfin, il transforme le fructose en glucose très rapidement, en fait. Et ça te fout vite en acidose. Ça te demande de manger beaucoup plus de sels minéraux pour compenser. Donc derrière, tu vas manger plus salé. Alors qu'en fait, si tu mangeais essentiellement salé et que tu avais juste des petites douceurs de temps en temps et que ces petites douceurs, tu vas les manger plutôt à la fin du repas qu'au début du repas. Donc c'est l'inverse, tu vois, de manger le cru. On Ouais, te dit, ouais, tes fruits, c'est bien de les manger avant parce que c'est cru et tout ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait enseigné en naturo, truc mucho. Et en fait, je me rends compte que ça me va beaucoup mieux de manger les fruits à la fin du repas, quand mon corps, il est déjà en train de digérer et du coup, il va transformer ces sucres en graisse que je vais utiliser demain ou après-demain. Alors que si je les ai mangés en premier, il les crame tout de suite en sucre, rapide et du coup, ça met ton corps en flux tendu. Il fait pas de stockage et du coup, tu fais hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Alors que si tu fous les sucres en dernier, eh ben, ça fait que ton corps, il va plutôt taper dans ses réserves pour digérer le repas que tu viens de faire et il va refaire des réserves avec ce repas et ça te met dans un système qui est beaucoup plus, stable, une glycémie qui est beaucoup plus stable, tout à fait. et donc, dans la nature, on s'aperçoit que finalement les animaux, ils mangent peu sucré. C'est un peu les orgies à certains moments, mais dans l'ensemble, ils vont surtout manger de la verdure en fait et quotidiennement en fait, beaucoup de verdure et ça, pour la santé, il y a rien de tel en fait, hein, d'arrêter de manger des trucs industriels pleins de pesticides, manger les plantes du jardin, en manger moins. Tu vois, une salade que tu vas faire avec de la porcelle, avec de la lambsane, avec, je sais pas moi, tout un tas de plantes qui poussent, assez facilement, Tout à fait. autour de nous, et ben, en fait, tu te rends compte, tu en manges moins que si tu mangeais une laitue et en fait, pour la santé, tu vas avoir les oligo-éléments, le sélénium, le bore et tous les trucs, dont tu as besoin. Tu vas avoir ça dans ces salades, alors que tu les trouveras pas forcément dans une salade bio qui a poussé sous serre, qui a été poussée à la flotte à fond et puis même un hybride F1 qui a été bidouillé pour que ça te fasse une grosse salade, hyper croquante et machin. Ça contente tes papilles en fait mais moins ton organisme. En parlant de salade et de partage et de rendre à la nature, je rends beaucoup aux limaces chaque année par rapport à mes salades. Mais enfin bon, ça pousse aussi. C'est bientôt le moment d'ailleurs. Alors ça, Euh, pose-toi la question, comment ça se fait que ta pelouse, elle se fait pas défoncer par les limaces, alors ah que ouais, tes c'est vrai salades, elles ça. se font manger toute la dernière jusqu'au trognon? Mm. C'est que si les limaces étaient des saloperies de bestioles qui mangent les gentilles plantes, molles et douces, un petit peu comme ceux qui se font bouffer par Macron, Ouais, ouais. le copain du nouvel ordre mondial, Mhm. qui sont pas assez rêches et pas assez, si vraiment les limaces étaient des saloperies, ben, logiquement, en fait, elles devraient avoir mangé toute ta pelouse et puis une fois qu'elles ont fini de manger la pelouse, elles grimpent dans les arbres, elles commencent à bouffer les écorces. Mais c'est pas ce qui se passe et tu Non. t'aperçois que les plantes dans ton jardin, elles se font pas d'avoir, elles se font pas dégommer alors que tes salades se font dégommer. Et ça, c'est tout simple, c'est parce que les salades, normalement, c'est de la famille des rosacées, si je me trompe pas, Ouais, c'est ça. donc la famille du pissenlit, de tout un tas de plantes qui développent des latex, qui développent de l'amertume, des alcaloïdes pour pouvoir et donc plus elles se font bouffer, plus elles font des latex amers. Et donc logiquement, ta salade, elle doit avoir des trous, comme un pissenlit, que si tu as un peu marché C'est dessus, il va ça. avoir la feuille qui est un peu rabougrie, elle va se faire manger par un escargot. Mais à un moment, quand l'escargot, il va plus loin, il tombe sur les latex amers et là, il comprend, je change de il y a pas un jeune ou un vieux là, un peu plus tendre? Et donc ça, c'est normal, en fait. Si tu te fais bouffer tes petits semis de salade, c'est normal. Si tu te fais, par contre, si tu te fais manger tout un tas de salades que tu as repiquées, pose-toi la question, d'où elles viennent? Est-ce que ça pousse dans une serre? Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu as fait, tu vois? Donc Ouais. ce que tu peux faire, c'est tes semis de salade, tu les fais en extérieur déjà, sur une table un peu, isolée, tu vois? Où tu mets du papier de verre autour des pieds pour pas que les limaces puissent grimper et quand tu les repiques dans le jardin, il faut que tu attendes que le feuillage, tu vois, il soit costaud. Par contre, quand tu viens d'acheter des plants
ou que tu as fait tes semis de plants dans la serre et que tu viens les planter dans le jardin, bah, c'est un peu comme si tu élevais des Parisiens ou surgelés les Picards et puis après tu les jettes dans le Serengeti en disant: «Allez, démerdez-vous les mecs» et qu'après tu accuses les hyènes et les lions et de dire: «C'est vraiment des méchants animaux». Non, les Africains, les Masaï, ils se font pas bouffer eux. C'est juste ton troupeau d'handicapés qui s'est fait bouffer là. Et donc du coup, c'est pareil quand, une salade, ça fait 400 générations qu'elle pousse chez Vilmorin dans des serres avec des pchit-pchit anti-limaces. C'est un peu comme nous, tu vois? Ou, petits, parisiens ou, genevois ou je sais pas comment on dit ce Si, 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 je ne vois, ouais. que tu envoies dans le Serengeti, en safari, tu vois? Ils vont aller donner à manger les lionnaires, ils vont dire: «Oh regardez les enfants, les gros chats». Ils vont: «Petit, petit, petit» et puis ils vont se faire bouffer sans même se rendre compte: «Oh mais c'est dangereux les hyènes». S'ils ont pas vu, à la télé que c'était dangereux, ils peuvent pas savoir en fait. Bah, les salades, c'est exactement pareil, tu les repiques dans un truc, elles vont pas développer des latex, elles vont pas se défendre parce qu'en fait, elles savent pas trop où elles sont. Elles croient qu'elles sont chez Vilmorin encore et pousser tranquillou, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et que Alors, on le parlait jour de... où et Oui. que le jour où elles se démerdent seules, elles sont vachement plus amères, elles seront vachement moins, ta salade douce que tu t'attends à manger qui vient du supermarché, quoi. Mhm. Oui, c'est vrai. Alors, on parlait tout à l'heure de différentes catégories. Alors, la plupart des gens qui suivent ma chaîne, on est à peu près 70 000, sont très intéressés par ce qu'on appelle le survivalisme. Or, en fonction de à qui on parle, ça veut dire des choses différentes. Est-ce que toi, tu as peut-être encore des idées préconçues ou est-ce que tu t'es renseigné? Quel est ton avis un petit peu sur cette... on ne peut pas appeler ça une mouvance, mais enfin, sur cette manière de Oui, faire. si, si, c'est ce mouvement, enfin, en tout cas, cet mouvement de pensée de ce Mhm. pour moi, c'est assez les pieds sur terre, en fait, je veux dire, quand tu cours vers un précipice, ce serait stupide de pas prendre un parachute, hein. Faut être con à un moment, donc pour moi, c'est que du bon sens qu'il y a dans le monde du survivalisme. Maintenant, il peut y avoir vraiment une approche j'achète le couteau survivaliste à 199 €, j'achète les petites graines de survie, valiste, 404 et la lampe torche de machin avec mon silex et mon truc et ma petite machin électrique où en fait ça devient un business enfin, en fait, j'ai été invité au salon, de Oui, l'autonomie, oui, oui, oui. et il y avait, Survival, je crois, un truc comme ça juste à côté. Ah, Donc du coup, j'ai pu avoir le gratin de tout un tas de trucs, où, je vois bien qu'on est plus dans, une espèce de forme de société de consommation sauce survivaliste, quoi. Mais après, moi, en tout cas, le point de vue que j'ai, c'est que, toutes les sociétés se sont effondrées. Les seules qui se sont pas effondrées, c'est celles qu'on est en train de finir de détruire, c'est les chasseurs-cueilleurs. Mais si mhm. on prend, les aborigènes d'Australie, par exemple, ils ont des rituels qui ont à peu près on sait avec les grottes que, ça remonte au moins à 20 000 ans, sûr. Ouais, Mais eux, ouais. de ce qu'ils disent, si on peut Voilà. multiplier le truc par 4 ou 5, quoi. On sait que si on prend des rituels qu'on trouve chez les Indiens Kogi, ils viennent des Mayas. Donc, c'est des trucs qui ont 800-900 ans. Donc eux, ils ont une culture qui est pérenne, en fait. On voit bien de génération en génération, ils gardent le savoir, un savoir qui leur permet de survivre sur terre. Et donc, ils sont pas dans la survivance, ils sont dans la vie, en fait, Tout la à fait. vivance, en fait. Et c'est juste parce qu'on vient les faire chier et puis parce qu'on vient cultiver de la coca et qu'on vient les massacrer pour, cultiver de la coca à la place, que les mecs sont en train de disparaître. Mais ils ont une façon, de vivre sur terre qui est pérenne, en fait. Et donc, si on compare à nos civilisations, on voit bien qu'elles se sont toutes effondrées, elles se sont toutes cassées la gueule. On est dans la 5e République, on rêve d'en faire une 6e, puis à peine on sera à la 6e, la génération d'après en voudra la 7e. Donc, on est dans ces sociétés qui sont pas pérennes et je me souviens d'entendre Nicolas Hulot quand j'étais ado, enfin ado où je devais avoir la vingtaine quoi. Je me souviens de l'avoir vu mais moucher, il défonçait les dans une interview tous les hommes politiques là, ils étaient sur un grand plateau, puis c'était une espèce de foire d'empoigne, qui moi je et puis voilà et puis à un moment, à la fin de l'émission, ils lui ont demandé son avis et il a dit: «Ben moi j'ai vraiment l'impression que là, on est tous dans un avion où il y a pas de pilote». Un avion où il y a plus de gasoil, il y a plus de kérosène dans les ailes, qui fonce sur une montagne et que la question fondamentale, c'est qui va boire la dernière caisse de champagne? Et il dit: «Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que moi, vos discours politiques, j'y adhère pas du tout». Je bon après, on ça a un peu dérapé quand, il est devenu ministre de l'environnement et que d'ailleurs les gilets jaunes ont embrayé sur certaines directives que c'est lui qui avait mis, hein, augmenter le pétrole, augmenter le prix du gasoil, c'était lui qui avait embrayé le truc, hein,
s'il rappelait, en fait, hein, c'est que c'est une loi écolo qui a fait monter tous les Français dans la rue. Et qu'à l'époque, les gilets jaunes, en fait, étaient d'ailleurs dans la survivance aussi, dans leur façon. Ils disaient: «Nous, la fin du monde, on s'en fout, c'est la fin du mois qui compte, en fait». C'est ça. Et donc moi, mon point de vue sur le survivalisme, c'est que dans le fond, c'est que du bon sens. Maintenant, quand c'est mû par la peur, je suis pas sûr que, on pourrait presque s'entretuer pour le dernier bout de pain, tu vois? Ou pour le dernier pissenlit. Et je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus judicieux dans le fond, quoi. Mais je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Enfin, je pense Oui. que ton point de vue, rejoint le mien, il y a des chances. Oui, oui, c'est absolument. Les gens jugent. Après, il y a une mythologie autour de ce que beaucoup de journaux, d'émissions de télévision ont voulu en montrer, avec des gens dans des bunkers et des choses comme ça que moi, personnellement, j'ai jamais vu euh, auprès de mes clients, ni auprès de. Alors, ça existe, mais ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Et certainement, l'approche paranoïaque, en réalité, est aussi une approche présenté par les médias, mais que je ne connais pas. Enfin, ça doit exister sans doute, parce que c'est une pathologie qui est représentée dans la population un peu partout, à très faible dose. Mais, euh, mais effectivement, c'est plus une dans les gens que je fréquente depuis plus de 15 ans, la problématique numéro un est d'abord qu'est-ce qu'on va faire pousser, comment on va subvenir à nos besoins physiologiques d'abord, comment est-ce qu'on va se soigner si ce qu'on considère comme normal, c'est-à-dire aller à la pharmacie quand on a besoin d'un médicament, aller au supermarché quand on a besoin de faire ses courses, si tout cela ne fonctionne plus, est-ce qu'on est capable d'avoir un plan B? Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, de ce point-là, on commence à développer non pas une approche de tampon, pendant une période difficile, mais comment on change de mode de vie pour arriver à une vie qui est au fond plus saine, plus épanouissante pour nous, notre famille et nos amis. Et comme moi je l'avais expliqué dans mon premier bouquin, il y a des 7 éléments importants et le septième, ne sont pas forcément hiérarchiques ni dans l'ordre, mais ce sont des domaines d'expertise et de réflexion, c'est le lien social. Et en ce sens, on travaille sur les relations, voilà, les conflits non violents où l'approche voilà, de collaboration, elle est, comme tu disais, win-win, ou gagnant-gagnant, ou certainement avec justement de l'analyse transactionnelle, de la PNL, comme petit outil qui nous aide à lier le contact. Alors moi j'ai fait de la vente dans ma vie précédente, et c'est vrai que ce sont des outils qui nous permettent aussi d'accrocher, de créer la sympathie, de créer de la connexion. Mais on peut le faire dans le troc, on peut le faire dans cette complémentarité, parce que nous ne pouvons pas être des spécialistes en tout. Moi, je ne sais pas fabriquer des chaussures, je n'ai pas de forge, je ne sais pas s'il y a des outils qui se plantent et qu'il n'y a pas de remplacement pour des pièces détachées. Je suis bien embêté. Donc, au-delà de l'aspect commercial, et tu as raison, d'avoir des outils euh, avec une redondance ou avec des pièces détachées que j'ai en stock mais je ne peux pas tout faire non plus. Mmh. Donc Mais ce mode j'aimerais de vie. rebondir ce que tu viens de dire quand tu parlais de paranoïa. En fait, moi, je pense pas que ce soit de la paranoïa, que, il y a des formes d'éco-anxiété, il y a des Ah, formes, d'inquiétude, en fait. C'est vrai que quand tu entends que, Paris a 2 jours de bouffe, dans Rungis, il y a 2 jours de bouffe, en fait, et que donc du coup, quand on donne ces chiffres aux gens, quand on leur dit que l'économie peut s'effondrer parce qu'elle s'est déjà effondrée, donc c'est pas un mythe, hein. Je veux dire, dans les années 30, les famines et les machins, c'est pas un mythe, c'était vrai. Et qu'on voit qu'on est dirigé par des fous, qui s'amusent à faire des bulles spéculatives comme on voit en 2008, et qu'on voit des pays comme la Grèce qui s'effondrent. Enfin, je veux dire, quand on vient juste te dire l'histoire, il y a de quoi flipper, il y a de quoi être anxieux. Il y a de quoi c'est te poser la certain. question. Maintenant, j'aime bien cet exemple, tu vois, c'est Je- si tu avais vécu à Cuba 20 ans avant qu'il y ait l'embargo sur le pétrole et que tu avais été visionnaire et que tu t'étais agité comme un coucou à essayer de prévenir tout le monde, mais vous allez voir, quand on aura plus de pétrole, quand on aura plus de pétrole, quand on aura plus de pétrole. Et tout le monde t'aurait dit, mais c'est bon, il y a du pétrole, arrête de t'agiter, quoi, tu vois, on verra bien quand.
Et oui, mais tu verras quand il y aura plus de pétrole, quand il y aura et ben, le jour où il y a plus de pétrole, tu te rends compte, en fait, que ça fait tellement d'années que tu as prévenu tous les autres qu'en fait, tu es devenu un vieux con aigri et tu fais: «Ah, vous voyez, hein, alors, hein, qui c'est qui avait raison?» et machin et qu'en fait, dans le fond, tu pas vécu ça dans la joie, en fait. Ouais. Donc moi, je me souviens quand j'ai découvert l'holacratie, c'était vraiment, ça m'a foudroyé, en fait, l'holacratie, ça a été développé en France par Bernard-Marie Chiquet, feu Bernard-Marie qui nous a quittés il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Quand j'ai fait le premier stage d'holacratie avec, Bernard Marie, il disait: «On ne traite que des tensions réelles et présentes». Donc en gros, tu arrêtes de te projeter dans un futur qui arrivera pas. Ton bateau, il a des trous là et tu pas d'anticiper la tempête qu'il y aura peut-être si on va vers les Galapagos. Là, tu as un bateau qui a un trou, il y a personne à la barre et il y a peut-être des rochers dans 100 mètres. Donc arrête de te branler la cervelle sur un problème qui existe peut-être pas encore, qui existera peut-être même pas. Tu vois? Moi, ça fait je me souviens d'avoir à la base, je crois que je l'avais dit, je suis tailleur de pierre sculpteur. Je me souviens Mmh. d'avoir bossé chez un sculpteur, il me disait: «Moi, dans les années 70, oh, c'était en quoi? En 74», donc j'étais pas encore né, je naissais l'année d'après. Il me disait: «On avait revendu nos voitures et on avait pris une maison en Ardèche, je sais pas quoi, parce qu'on était persuadés que ça allait être la fin de l'économie, que ça allait être la fin du monde. Il fallait absolument qu'on apprenne à élever des chèvres et qu'on a» puis au bout de 2 ans, à force d'élever des araignées dans le truc et puis de galérer et puis de voir que bon, ben, on était plutôt dans les 30 glorieuses, tu vois? On s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'on s'emmerde» et puis il dit et puis lui, quand il me disait ça, c'était en 96, un truc comme ça, 97 quand, je bossais chez lui et il me dit: «Tu vois, en 96, maintenant j'ai acheté une ferme et c'est pas arrivé la fin du monde». Alors, donc on nous a prédit la fin du monde en 2000, puis après en 2012 et puis et on nous a parlé de la récession économique, de la fin du pétrole et puis les Arabes, ils nous disent: «Ouais, en fait, on avait encore quelques petites réserves. C'était Ouais, c'est cool, vrai. on a pu spéculer, on vous a vendu le baril plus cher, mais en fait, il en reste les gars». Et donc du coup, je pense pas que ça sert à quelque chose de s'agiter. Je pense que ce qu'il faut, c'est aller vers un monde qu'on trouve plus juste jovialement. Donc tu as parlé tout à l'heure, de systèmes d'échange, d'entraide, de pouvoir partager du savoir, des fois gratuitement. Parce qu'on n'a pas tous la même chance, en fait, tu vois? Moi, j'ai commencé il y a plus de 20 ans et on va dire, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu grâce au fait de faire de la formation. Si je devais vendre des légumes et des fruits, je serais comme les maraîchers, en fait. Je ramerais à bosser 70 heures semaine pour avoir, Ouais. un demi-SMIC, quoi, tu vois? Et c'est vraiment pas facile, tu vois, quand tu es agriculteur ou quand tu es producteur de denrées alimentaires, d'arriver à bien vivre de ton activité, comme on vivrait bien si on a des rentes immobilières ou si on a des trucs. Donc du coup, il faut aussi avoir les pieds sur terre, que cette éco-anxiété, ce survivalisme ou ce machin, il a des raisons d'être, parce qu'il y a des réels enjeux et que, il y a plein de gens qui peuvent se mettre à flipper. Moi, c'était mon cas de se dire: «Mais putain, mais si c'était la fin du monde là, si c'était la fin du pétrole, merde, mais je sais pas encore faire pousser mes carottes et puis j'ai à peine fait pousser ça et puis j'ai même pas eu le temps de couper mon bois et puis blablabli, blablabla» et en fait, je me foutais la rate au courbouillon, alors que dans le fond, et c'était dans les années 2000-2010, tu vois, que je me foutais la pression comme ça et qu'en fait, quand je vois que ces dernières années, j'ai appris des tonnes de trucs de logiciels, de logiciels de compta, de logiciels d'infographie pour, reprendre le rôle sur mes bouquins, pour que ce soit moi qui fasse mes dessins, l'édition, de re là, je suis en train d'apprendre des trucs sur comment envoyer des mails, là, tu sais, Brevo et tout ça et c'est un micmac de fou, heu et hem et en fait, je peux encore finalement me mettre la rate au courbouillon, me foutre en panique ou alors dire: «Hey, tu vas mourir comme tout le monde. Qu'est-ce que tu auras fait de fun avant ça? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre de fun?» Donc tu as pas une thune en gros, tu peux très bien aller bosser en woofing, en maraîchage. Enfin moi, il y a des gens qui viennent chez moi qui ont pas une thune, mais vu qu'ils viennent avec le smile et qu'ils viennent avec l'envie d'aider, l'envie de participer, l'envie d'apprendre aussi surtout, plutôt que de me donner des leçons de vie, qui viennent Mmh. plutôt en chercher quoi. Parce que j'ai eu ça, tu vois? Des jeunes de 20 ans qui avec tous leurs idéaux et qu'en fait ils viennent me font chier. C'est un petit ils arrivent comme des huîtres pleines et j'essaye de leur enseigner des trucs que moi j'ai dépassés parce que je suis plus ado. Puis ils me font: «Ouais, mais non, tu te trompes et tout» et je fais: «Ouais, non, attends, ton point de vue, je le connais, j'avais le point de vue, j'avais le même avec mon père là. Circule, tu vois? Je suis pas ton père». Je et donc du coup, en fait, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice, qu'on soit riche, alors qu'on n'a pas le temps, mais qu'en fait, on peut aller acheter des fermes et essayer de faire
écosystèmes en fait qui vont aller vers l'autosuffisance, vers, enfin pas l'autosuffisance, mais l'autosuffisance régionale en fait, d'arriver à nourrir des gens autour de soi et qu'il y ait un business plan qui soit assez bien fait pour que ça arrive à être viable. Ou alors, si c'est pas viable, c'est toi qui enchaînes, mais c'est parce que tu as encore un autre truc qui est dans ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, mais qui permet de financer cette utopie en fait. Et puis, tu peux, aller bosser dans une ZAD et comme ils font à la ZAD de Nantes là, et puis faire du maraîchage et des trucs et tu vois? Il y en a pour tout le monde, que tu sois hippie, punky, anarcho, ou bobo, néo-rural qui veut une télé en bois, avec des émissions de jardinage. Il y en a pour tout le monde en fait. Ce qu'il faut, c'est se poser la question: «Qu'est-ce qui te donnerait les feuilles brillantes en fait? Qu'est-ce qui te donnerait le smile?» C'est comme une plante, il y a besoin d'eau, de soleil, de nutriments. Tu es une plante de sous-bois ou tu es une plante de plein soleil? Tu es un ail des ours ou tu es un thym, un romarin? Tu es un olivier, un grand arbre de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou un châtaignier qui va plutôt être un grand arbre, qui va pas bien pousser en Provence-Alpes-Côte d'Azur parce qu'il a besoin de plus d'eau et qu'il est moins résistant à la sécheresse. La question c'est, pose-toi la question en tant que plante, qu'est-ce qu'est-ce qui, donnerait du sens en fait pour toi? Et je vois bien qu'il y en a et ce qu'il faut, c'est qu'ils deviennent thérapeutes en fait. Et qu'ils achètent des légumes à la Biocoop et qu'ils laissent bosser des maraîchers et qu'ils aillent pas se faire chier à essayer d'être survivalistes et des machins, qu'il y a vraiment besoin d'eux pour essayer de soigner les gens. Et puis d'autres, faut qu'ils deviennent maraîchers, et puis d'autres, faut qu'ils deviennent éco-constructeurs, puis d'autres, faut qu'ils deviennent chercheurs, un peu comme toi et moi pour, montrer l'exemple, d'autres profs, d'autres, mais qu'en fait, il y a besoin dans l'écosystème, on va dire, de la race humaine qui pourrait arriver à survivre sur terre après le bordel qu'on est en train de mettre avec le capitalisto-productivisme. Il faut qu'on ait cette intelligence, en fait, cette bienveillance, ce respect que justement, ce système n'a pas, en fait. Il faut qu'on soit respectueux envers notre propre maladresse, envers notre incohérence, envers nos déséquilibres. Et trouver des moyens, en fait, pour arriver à faire ça jovialement, mais que ce soit pas un espèce de père fouettard qui te dit, combien tu as dépensé de June ou de monnaie locale ce mois-ci et combien tu as dépensé d'euros, c'est pas bien. Est-ce que tu as réussi à faire pousser tes carottes? Non. Eh ben, mon Dieu, si c'était la fin du monde, ben, tu vois, tu serais pas tu vois? On est tous en train de se juger. Les 3 quarts du temps, on a des petits inquisiteurs à l'intérieur et c'est et cet inquisiteur, enfin moi, c'est ça que j'ai créé un jeu sur la guérison des blessures intérieures qui est basé sur l'IFS, l'Internal Family System, où on accepte que toutes nos parts, elles sont bienveillantes. Elles sont juste maladroites. Donc cet inquisiteur, en fait, il veut quoi? Qui me juge, qui me persécute, qui me dit: «Toi, tu pas été un bon survivaliste ou t'as pas bien anticipé ou tu es trop un mouton de la consommation ou tu vois, tu as dérapé parce que tu manges du gluten alors que tu es allergique au gluten». Et de dire au juge, te dire: «Merci, je t'ai entendu, enfin, vraiment merci du conseil. Je suis pas sûr que la forme là, ce soit vraiment ce qu'il y a de plus efficient pour toute la famille là». Parce que ça brutalise un peu tout le monde là, ce que tu viens de dire. Par contre, ce que tu viens de dire, ça a du sens en fait. Et en même temps, tu vois ce qu'il fait le petit là, qui a envie de bouffer un hamburger ou de fumer un joint, en fait, ça a du sens aussi parce que lui, il vient apporter la douceur et toi, tu viens apporter du cadre en fait. Et on a Mmh. besoin des 2. Mais je pense que vous êtes pas plus adroits l'un que l'autre en fait. Mais moi, en tout cas, je vous aime tous les 2 en fait. Je vous respecte et j'aimerais juste qu'il y ait un peu plus d'harmonie dans cette famille intérieure, en fait, et qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse s'écouter. Mais pour ça, j'aimerais que vous sachiez que je suis là, que je peux vous entendre, que moi, je suis juste la conscience, je juge personne, je suis OK avec tout le monde, parce que je sais que, quels que soient vos déséquilibres, vous faites ça pour notre bien, enfin pour et que, ce que j'ai besoin, en fait, c'est qu'on puisse enfin s'entendre. Et là, quand d'un seul coup, tu demandes à ta part, fuyante, toxicomane, hem, de regarder en face ta part surmenée qui a besoin de gagner ta vie et puis, parce que les 2 sont en lien, en fait. Je suis surmené, donc une petite douceur, et puis de regarder ta part blessée, en fait. Moi, je suis dyslexique, tu vois? Donc, d'avoir passé toute mon enfance à qu'on me dise: «Tu es nul» et puis à courir derrière le train sans jamais arriver à le rattraper. Il y avait une part: «Mais tu es nul», en fait. Donc tu es nul, donc tu te surmènes, donc, petite douceur. Puis derrière, la part juge qui fait: «Mais putain, tu es vraiment qu'une merde, Franck». Et d'arriver à leur dire: «Eh, vous voyez toutes là? Vous voyez qu'en fait, vous voulez tous notre bien? Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir? Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça fait parce qu'en plus toutes nos parts, c'est ça qui est marrant quand tu leur poses des questions, en fait, elles te répondent et elles ont toutes une vie à part entière. Elles ont toutes un point de vue, des émotions, une histoire
et elles défendent des besoins différents à l'intérieur de toi, en fait. Et quand tu leur poses des questions, elles te répondent direct. Moi, je me souviens de poser la question à ma part toxicomane, donc qui me faisait fumer des joints et puis boire beaucoup d'alcool. Lui dire, OK, t'as quel âge? Pof, je me suis vu. J'ai 14 ans, je fume mon premier pétard, je viens de m'engueuler avec mon frère c'est oh, c'est cool, peace and love, tu vois, Bob Marley. Je lui dis, qu'est-ce qui se passerait si tu me protégeais pas, en fait? Et là, elle me dit froidement, tu le sais très bien. Je fais, ben, tu peux me montrer des images, tu peux m'en dire plus. Et là, je me vois prêt à tuer quelqu'un, mais vraiment à attraper sa tête, à la frotter sur le bord de la route, à le cogner. Et donc, ça s'était très lié à mon frère, en fait, qui me persécutait quand j'étais petit. Et puis, il y a des rossets que je me suis pris après au collège, où je me suis Mhm. dit, plus jamais, you talking to me, plus jamais tu viendras marcher sur moi. Et là, j'ai vu cette fureur et j'ai réalisé, putain, je serais peut-être en tôle si j'avais pas fumé des joints. J'aurais pété un câble, je serais sorti de mes gonds. Et là, vraiment, j'en ai pleuré et j'ai remercié ma part. Je lui ai dit, «Ah, mais tu me protèges depuis tout petit.» Et, et puis, du coup, je suis allé guérir la part Hulk. Là, je suis tombé sur la fureur que j'avais contre mon frère. Donc, il y a toute la fureur qui est sortie. Puis, quand je suis revenu dans mon petit écosystème, je me suis remis à fumer des joints comme si de rien n'était. Donc, j'ai reposé la question, OK, de quoi tu me protèges? Et là, pof, je sens une bouffée de tristesse, de mélancolie et heu et je lui dis: «OK, donc en fait, c'est cette tristesse que tu me protèges. Est-ce que tu peux me montrer, en fait, la part de moi que tu protèges?» Et là, je ressens un petit bout de chou au fond de moi, le petit Franck dyslexique qui courait derrière le train et qui n'y arrivait pas, en fait, et qui disait: «Laissez-moi tranquille, c'est trop dur. La vie, elle est trop dure, j'y arriverai pas. Je c'est trop, le challenge est pas, je suis pas à la hauteur, en fait.» Et quand j'ai pris cette petite part dans mes bras, que je l'ai consolée et que je lui ai dit: «Mais tu pas nul, regarde tout ce que tu as fait. Tu as écrit ces 7 bouquins, tu fais des dessins, tu as fait des formations, les gens, ils viennent de toute la France.» Des fois, j'ai des gens qui viennent des 4 coins de la France, tu vois? De la Ouais, Bretagne, ouais. l'Alsace, Pau et Arras, tu vois? Mais Et oui. regarde tout ce qu'on a fait, en fait. Maintenant, je suis grand, c'est fini cette période. Donc je l'ai sorti de sa torpeur du passé, en fait. Et heu et quand je suis revenu vers mes parts gardiennes et que j'ai demandé à la furieuse, à la juge, à machin, de se regarder et de dire: «Vous voyez les filles là, ou les gars, vous êtes tous là pour mon bien, en fait. Vous voulez tous mon bien et c'était juste de la souffrance, quoi.» Et là, il y a un truc à l'intérieur qui a fait: «Ah!» Tu vois? Et après, on va reprogrammer nos parts. Donc madame douceur, elle me fait plus fumer des joints, maintenant elle me fait faire du yoga, elle me fait faire du sport, elle me fait sortir de chez moi elle me fait aller me balader pour pas rester trop sur l'ordinateur parce qu'autrement ça me fait mal au dos. Donc elle garde ma douceur, mais plus de la même manière. Maintenant, ma part Hulk, tu t'approches, je t'explose la tronche parce que j'ai fait 9 années de sport de combat pendant mon adolescence. Maintenant, cette part Hulk, elle m'a appris la communication non violente, la communication assertive. Elle m'a appris vraiment à savoir mettre mes limites dans le respect de l'autre. Et donc j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode CAPT, c'est communication authentique, profonde et transformative, où en gros j'ai mélangé la communication non violente, la communication transformative, des exercices d'analyse transactionnelle et voilà, et tout un tas de trucs que j'ai croisés, que je trouvais, judicieux, justement avec, Diana Leaf Christian, qui était la maman en fait d'une, lettre internationale qui s'appelait Communities, et elle étudiait toutes les communautés, dans le monde, donc Auroville, en Angleterre, là, en Écosse, Findorn, Damanhur en Italie, Scheveningen en Espagne, toutes les communautés du nord de l'Amérique, en Australie, Crystal Water. Et elle étudiait toutes les communautés qui avaient plus de 40 ans d'âge et elle a étudié qu'est-ce qu'ils font tous ceux qui ont plus de 40 ans pour que ça marche et qu'est-ce qu'ils font plus et qu'est-ce qu'ils font tous ceux qui foirent et qui dépassent pas les 5 ans. Donc elle, c'est Diana Leaf Christian, si vous voulez. Elle a écrit son livre, c'est Vivre autrement. Et c'est avec elle que j'ai appris le mot conflit structurel et à pas mélanger avec conflit interpersonnel. Un conflit Mhm. structurel, c'est quand tu es une mésange et tu es un pinson et tu essayes de vivre dans le même nid et tu veux essayer de trouver un nid commun, en fait. Alors qu'en fait, Ben, ou pour un voyage, tu vois, tu veux aller à Tombouctou et moi au Canada, moi je veux chasser le castor, toi tu veux chasser le lézard dans le désert, et on est bien sur un bateau, voyage, mais on va pas du tout dans la même direction. Et là, il faut séparer les écosystèmes, c'est l'Aïe des ours, va dans le sous-bois,
et le thym à le romarin part en Provence-Alpes-Côte d'Azur et est parfait chez soi. Et on se serre la main comme des bons potes. On se dit: «OK, toi, tu es la permaculture de plein soleil, moi, je suis la permaculture du sous-bois». On était parfait, c'est juste on ne doit pas relationner de près. Aimons-nous de loin, chacun son camp. Donc c'est ce qu'on peut faire en fait, hein, avec, toutes les parties de l'écosystème. Et donc cette méthode CAPT, en fait, je l'ai vraiment développée pour qu'on puisse, arriver à être bienveillant et arriver on part d'un conflit, d'une tension et on arrive à la fin, c'est la célébration du conflit où j'ai pris conscience, que, les os, ça se met dans le tas de compost, que Mhm. l'ail des ours, ça va dans le sous-bois, que le thym et le romarin, ça va bien en plein soleil, que chacun tu vois? Et qu'en fait, ça m'a reconnecté à mes besoins fondamentaux. Donc ça reprend, OSBD, donc des observations objectives, des sentiments et un vocabulaire de sentiments, des besoins fondamentaux et pas des désirs, pas confondre les désirs et les besoins fondamentaux et ensuite des demandes qui soient claires et négociables. Mais avant ce processus CNV, il y a prendre conscience qu'on est tous maladroits et qu'on n'est pas tous faits pour aller, avec tout le monde. Prendre conscience de nos intentions, parce que ça nous renvoie à nos parts blessées. Tu vois? Ton intention quand tu deviens survivaliste et que tu achètes ton couteau et tes graines et ton truc et ta boussole et ton intention, c'est quoi? Ben, c'est de sentir en sécurité. OK, mais tu te sens vraiment en sécurité là? Ça fait le job en fait, ça marche la stratégie? Moyennement, en fait, parce que là, depuis que je suis survivaliste, je suis en froid avec toute ma famille. Tu vois? Puis en fait, en plus, j'arrive toujours pas à être autonome, donc OK. Donc l'intention est bonne, mais est-ce que la stratégie est fructueuse, quoi? Et ensuite, de terminer de cette fin de ce conflit, en fait, que tu te sois engueulé avec ta nana, avec tes mômes ou avec toi-même, d'arriver à prendre conscience: ah mais en fait, ce conflit, il était fondamental, en fait. C'est un peu comme les épluchures de patates, c'est juste, faut pas les fourrer sous le tapis et attendre que ça se passe. Il faut les composter au bon endroit et ça va faire des super vers de terre, du super compost et des super potirons l'année prochaine. Mais c'est juste, faut la patience que ça se décompose et de le mettre ça au bon endroit, en fait. Et très souvent dans les relations, on n'ose pas composter ces chutes-là. On se fout en apnée, on prend sur nous, on attend le clash comme des cocottes minutes, tu vois? Et puis d'un seul coup, ça sort et on se crache à la gueule, on s'envoie toutes les épluchures qu'il y avait sous le tapis. Et non, c'est de l'or, tu vois? Et quand on n'est pas d'accord, OK, c'est de l'or. On a le droit de pas être d'accord. Peut-être ça va nous faire prendre conscience qu'on va au même endroit, mais qu'on a des blessures intérieures. Donc ça, c'est le conflit interpersonnel. On va tous les 2 à Tombouctou ou on va tous les 2 au Canada, mais c'est juste, toi, tes blessures intérieures, elles font que tu es plutôt un mâle dominant agressif et que moi, mes blessures intérieures, ça fait que plutôt je suis plutôt fuyant soumis. Et donc, du coup, ça fait que tu m'énerves, en fait, et que les 2 Mhm. s'énervent, alors qu'en fait, ils vont au même endroit, ils ont le même objectif et ça, c'est la guérison des blessures intérieures qui fait que le voyage va s'harmoniser et qu'on va arriver à quelque chose. La guérison des blessures intérieures dans le conflit structurel, ça va être la séparation win-win, de dire: «Mais en fait, tu étais génial, mais c'est juste pas ensemble» et toi de l'autre: «Eh beh, toi aussi, mais tu es génial, mais c'est juste, ouais, tu as raison, mais pas ensemble, en fait». Je pense qu'on tu es super comme tu es, mais ça peut pas être win-win entre nous parce qu'une baleine et un lapin, s'ils trouvent un compromis foireux, ça fait un lapin mouillé et une baleine sur le flanc, tu vois? C'est ça. Ça fait pas un monde meilleur. Enfin voilà, je sais pas si j'ai bien digressé là, mais C'est excellent. Franck Natier, d'ailleurs, je pense que l'on devrait refaire dans quelques mois la suite parce qu'on a énormément de sujets à traiter. Je vois qu'on a des points communs très intéressants. Néanmoins, voilà, le temps qui m'est imparti arrive à son terme. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton temps, Franck. Pour ceux qui est-ce aimeraient en savoir plus, où ouais. peuvent-ils, alors j'ai mentionné ton site, la La forêtnourricière.org. forêt nourricière, ouais, donc vous pouvez taper, dans la barre, du Google Franck Natier, la forêt nourricière. Ouais, j'ai des bouquins, j'ai des formations, il y a un jeu sur la guérison des blessures intérieures. Vous pouvez télécharger, les posters, le poster du jeu Guérir, dans les ressources. Donc si tu veux, je te filerai le lien et vous pourrez l'avoir dans le lien de la description de la vidéo. Donc vous pouvez télécharger, c'est gratuit, vous avez qu'à l'imprimer, en fait et il y a un poster sur la gestion positive des conflits, donc la méthode CAPT et un poster sur la guérison des blessures intérieures pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour devenir bienveillant et après vous pouvez aussi télécharger les 7 conseils du jardin forêt productif, où c'est 7 conseils pour pouvoir augmenter la productivité au mètre carré dans votre jardin en essayant de tendre à une agriculture de feignants, en fait. Essayer d'en faire le moins possible pour récolter le maximum, quoi. C'est ça. Parfait, je mettrai tout ceci dans la descriptif de la vidéo.
Et je vous encourage de cliquer sur ces liens. Je suis abonné à la chaîne de Franck. Je trouve que c'est un très, très bon travail qu'il fait et on a beaucoup à apprendre. Je sais pas si ça t'intéresse que je montre quand même quelques photos du jardin, que Mais on a allons-y. encore une minute. Alors allons-y, vas-y. Bonus pour Donc, ceux qui ont tenu jusqu'ici. l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah, peut-être que je dois le rendre possible. Euh, Peut-être tu pourras en mettre quelques Normalement, photos c'est au bon. début. Normalement, c'est bon, mais essaye. Toc, je sais pas si vous voyez mon écran là. Oui, on le voit. Toc, donc ça c'est la vue de l'entrée du jardin forêt en fait, que j'ai fait il y a 2-3 ans. Enfin non, celui-là, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que je suis là. Donc là, on voit une association, c'est là, à cet endroit-là, en fait, que je suis arrivé jusqu'à quasiment 50 kilos sur 2 mètres carrés. Donc ça, c'est des patates douces, ça, c'est de la poire conférence, ça, c'est de la poire de terre, la grande plante, là. Ça, c'est des ocas du Pérou qu'on peut manger, dont on peut manger le feuillage, ça fait comme de l'oseille, et après, on va manger les petits tubercules. Derrière, donc c'est un poirier, dedans, je fais grimper des tomates, de la chayotte, du cyclantère, il y a un framboisier grimpant, ça, c'est du chervi. Et donc, vous voyez, j'arrive à densifier à fond, en fait, les cultures. Alors ça, je collectionne un petit peu toutes les variétés de framboises, de prunes, de pêches, de pommes, les trucs les plus gros, les plus gustatifs. Donc ça c'est marrant, ça c'est une ronce sans épines qui a été créée par les oiseaux. Je l'ai récupérée sur le parking et je m'apprêtais à la désherber comme une ronce normale. Et puis j'ai vu qu'elle n'avait pas d'épines. Donc du coup, je l'ai plantée dans le jardin forêt. Et ça me donne Vous voyez, ça c'est une pièce de 2 euros. À côté, elle est toute petite, Énorme quoi. comme Elles mur. sont et vraiment créées par les oiseaux, quoi. C'est issu d'une chiure d'oiseaux. Là, la vigne, bah, c'est une vigne qui pourrait bien passer chez toi. C'est une vigne qui vient de Russie. C'est Mhm. Zilga. Ouais, c'est une vigne, voilà, c'est ça qui pousse en Russie et qui est très très précoce, qui va donner mi-juillet chez moi, là, ou mi-juillet, début août. Ça, c'est un autre raisin blanc sans pépins qui est très résistant aux maladies, c'est l'Aquemont. Et donc, ouais, toutes ces variétés, vous pouvez trouver ça dans mon livre Multiplication des ressources végétales pour la permaculture. C'est un livre jaune sur le site internet. Et là, je suis en train d'en sortir un nouveau où vous aurez toutes les variétés fruitières, enfin, toutes les espèces fruitières et quasiment toutes les variétés les plus intéressantes qu'on puisse trouver sur le marché, avec les pépinières qui vous les fournissent, quelles que soient vos régions en fait, hein. J'ai essayé de trouver des pépinières un peu dans toutes les régions du climat tempéré. Donc ça, c'est un pommier dans lequel je fais grimper des tomates et ça, c'est du cornichon sauteur, le cyclantère. Intéressant. Ça, c'est le côté de l'arche. Là, on voit de haricots vivaces, orteils de prêcheur. C'est des haricots qui résistent à -6. Là, on voit de la chayotte. Ça résiste à -8, -9. Des tomates cerises et donc qui poussent dans un pommier. C'est un Renette d'Angleterre. Non, oui, c'est ça. Non, Royal d'Angleterre. C'est une pomme qui est très, très rustique, qui se Ouais, ouais. conserve, enfin, qui arrive à même les pommes dehors arrivent à prendre les gelées. Il y a des fois, j'en ramasse au pied de l'arbre en avril et elles sont encore mangeables. Tu vois, elles sont pas blettes après avoir pris les gelées. C'est une merveille ce truc. Tiens, ça c'est le cyclantère dont je parlais tout à l'heure. Là, on voit les fruits au milieu d'un poirier. Voilà, des petites collections de fruits. J'ai des récoltes de toutes sortes. Ça, c'est de la prune de Lyon, cœur de Lion Moritini. Je l'ai retrouvée en Bretagne et elle est en voie de disparition, Ah, celle-là. Il n'y a pas de pépinière qui la vendent et du coup, il n'y a que 2 pépinières qui la vendent en France et à qui j'ai donné des greffons. Des haricots orteils de prêcheur. Ça, c'est des mûres de la famille des morus. C'est le oui. morus macroura, c'est une mûre géante. Donc ça, pour ta région, ça va pas passer, hein. Ouais. Ça va fleurir aux alentours du mois de fin mars, quoi. Donc chez toi, ça va prendre les gelées. Par contre, les myrtilles, ça, c'est des bleuets d'Amérique. Ça va bien passer chez toi, surtout en sol acide. Là, on voit des noix géantes, la noix bijou. Il y a certaines variétés qui sont vraiment énormes et en plus très, très sucrées et très charnues. Bon, c'est pas le cas de toutes les espèces, de tous les taxons en fait qu'il y a dans la noix bijou, mais il y en a vraiment des très intéressants. Et là, on voit des récoltes. Ça, je fais des récoltes comme ça. Bon, en fonction des mois, j'ai pas des tomates tous les mois, mais quasiment tous les mois, je sors des kilos du jardin forêt. Donc là, on voit quelques Magnifique. récoltes que je fais tous les mois.
Donc là, on est plutôt début juin. Là, c'est plutôt en septembre, octobre. Ça, on est plutôt en juillet, juillet, août. Voilà. Magnifique, Et extraordinaire. j'espère que ça vous Bien, donnera merci envie beaucoup. de faire du jardin-forêt et de créer de la biodiversité. Absolument. Je te remercie beaucoup et je ne sais même plus comment on éteint l'enregistrement. Ah oui, c'est là-haut. Formidable, merci beaucoup. Et puis, bah, reste en ligne, on va encore papoter. Alors.